Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Talk de Mehdi qui se fait chaque mardi à 13 heures. Je suis ravi de vous avoir parmi nous et je suis aussi ravi et enthousiaste de vous présenter Monsieur Hervé Gonnet et un professionnel de plus de 40 ans. Et on aura l'avantage d'apprendre un peu plus sur lui. Déjà, moi, je pensais que je te connaissais, mais une fois que j'ai appris à découvrir ton profil, je me suis rendu compte que tu as, en matière d'expérience professionnelle, que tu dépasses l'âge de certains qui sont un petit peu dans LinkedIn, qui se proposent comme étant des experts de l'IA. Déjà, Hervé, bonjour. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour Mehdi et merci de m'accepter dans le talk du mardi de Mehdi. C'est un grand honneur. Merci beaucoup à toi. Beaucoup, je suis vraiment ravi de t'accueillir et aussi beaucoup, je salue ton humilité vu ton expérience. D'ailleurs, l'habitude du talk, pendant les 5-6 minutes, on va essayer de présenter l'invité, ou du moins de lui demander de se définir, de se présenter. Bien entendu, dans ton cas à toi, si tu te présentes, tu auras pour 1 heure parce qu'il y a plein de choses que tu as fait dans ta carrière. On va essayer d'être un peu plus concis et surtout parler des dates essentielles à partir du bac en avant, quelles sont les formations académiques que tu as pu avoir et surtout l'expérience que tu as pu mener d'une entreprise à une autre, ce qui permet de dire que tu n'es pas un entrepreneur dans un garage où tu as eu l'idée, mais tu as quand même tout un parcours qui a pu justement te dire, j'aimerais bien présenter une solution qui est mûrie avec mes expériences professionnelles. Je te laisse la parole, cher Hervé. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et remercie encore Mehdi de m'accepter aujourd'hui dans ce talk. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec vous et j'espère qu'on fera avec des questions-réponses que vous pourrez, j'espère, pouvoir poser à la fin. Et donc, pour me présenter rapidement, donc je suis Hervé Gonnet, je suis savoyard qui a migré sur Paris parce que ma femme avait souhaité être plutôt près de la culture et non pas de la neige. Donc, pour moi, quelquefois, c'est un petit peu difficile de me dire qu'à Paris, ben, il n'y a pas les montagnes aussi près que ça. J'ai donc un double diplôme d'ingénieur en informatique que j'ai eu donc de CY Tech, qui était une école qui était une des premières à former des jeunes ingénieurs sur l'informatique. J'ai découvert l'informatique, la micro-informatique lorsque j'avais 16 ans et ça m'a passionné. Et donc j'ai décidé de faire donc une école d'ingénieur pour mieux comprendre un peu ce qui se passait sur ces domaines. Et en fin d'année d'ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, où j'ai continué ma formation à l'université de Cap Canaveral, Cap Kennedy, donc où j'ai eu la chance d'avoir les ingénieurs et des professeurs qui ont mis Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Et ça m'a donné l'envie de faire des projets un petit peu grandioses. Ma femme aime bien me définir comme quoi je suis une personne qui vise toujours la Lune. Je n'ai pas dit qu'elle était dans la Lune, hein, qui vise toujours la Lune. Et au pire, si je me loupe, j'atterris dans les étoiles. Très C'est bon vraiment ce qui langage. me J'aime bien caractérise. cette phrase. J'aime bien cette phrase. Donc, et ton immigration aux États-Unis, elle a duré longtemps? Parce que ça permet de façonner plus ou moins ton expérience professionnelle. Alors, ce que j'ai appris là-bas, c'était extrêmement intéressant puisque en sortant d'une école d'ingénieur, finalement, j'avais des méthodes de travail un petit peu à la française, c'est-à-dire quelque part, on ne fait rien pendant pratiquement tout le cursus d'ingénieur, on travaille juste 3 semaines avant les examens. Bah, là-bas, quand j'ai mis ça en place, eh bien, j'ai eu que des mauvaises notes. J'ai eu des C, des D. Enfin, si vous connaissez Ah, un peu la formation américaine, c'est A qui étant la meilleure note et D qui étant la moins bonne note. Et donc, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait, si ce n'est que j'avais pas travaillé. Et donc j'ai compris que en arrivant là-bas, le professeur m'avait donné des lectures à faire avant le cours que je n'avais pas faites et qu'il expliquait des points particuliers pendant le cours que je comprenais pas puisque j'ai pas lu les bouquins avant. Donc en fait, ce que j'ai appris, c'est que finalement, il fallait prendre de l'avance dans le travail qu'il fallait faire. Donc j'ai rattrapé tout le travail des bouquins que j'avais pas lus. Je suis arrivé en classe, j'ai compris ce que le professeur m'a dit et donc du coup, j'ai eu que des A+ et des A. Et donc, j'ai pu jouer au golf tout le reste du temps. Voilà. Donc, bonne expérience de comment est-ce qu'il faut travailler, ne pas procrastiner et puis finalement prendre de l'avance au travail qu'on doit faire. d'ailleurs, je veux donner juste un secret pour ceux qui collectionnent les mathématiques et les vents. C'est jamais des personnes qui sont just in time, c'est des personnes qui étaient en avance sur le cours. Excellent, cher Hervé. En tout cas, je savais l'excellence du profil. Maintenant, on va parler sur le plan professionnel. Donc, quelque part, tu n'as pas été entrepreneur tout de suite. D'ailleurs, ceux Non, non, non. que tu préfères, c'est des personnes, lorsque je dis je préfère, une certaine catégorie d'âge, il faut avoir un mix, des personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle dans des entreprises
par laquelle on avait des méthodes, on avait des rigueurs, on avait des choses à faire et des choses à apprendre. Quelles sont les entreprises qui t'ont marqué dans ton parcours professionnel? Alors, la première entreprise dans laquelle je suis rentré, c'était une entreprise qui s'appelait à l'époque Arthur Anderson, qui s'appelle maintenant Accenture. Je dirais pas que j'ai eu la chance de travailler dans cette société-là, parce qu'en fait, on ne fait que travailler, 70 heures par semaine, on gère deux, trois missions en même temps. Mais par contre, ça m'a appris justement la rigueur et comment travailler sous pression. Et donc, j'ai travaillé chez Accenture pendant 5 ans et j'ai mis en œuvre pas mal de projets dans la banque et l'assurance, dans ce qu'on appellera plus tard du CRM, du gestion de la relation client. J'ai fait ça au Crédit Agricole, à Lyonnaise de Banque, au CIC. Et d'ailleurs, mon senior manager qui était avec moi sur ce compte-là est maintenant le patron du groupement Carte Bleue et vient de recevoir la Légion d'honneur par rapport à tout le parcours qu'il a pu faire. Donc ces 5 ans m'ont beaucoup appris, je me suis fait beaucoup d'amis, toujours professionnels, hein, qui étaient à mon mariage entre autres. Et ensuite, une fois que j'ai fait du CRM dans la banque à l'assurance, j'ai décidé de continuer cette activité-là, mais en me formant cette fois-ci sur des progiciels qu'on connaît tous maintenant, entre autres un progiciel qui s'appelle Salesforce. Et j'étais le premier Français à me faire former aux États-Unis sur ce progiciel-là. Et un autre progiciel aussi qui s'appelait Siebel System, pour ceux qui ont connu un petit peu ce genre de grosses ERP, CRM pour les entreprises. Et j'étais aussi le premier à me faire former là-bas aux États-Unis. Et donc, je suis allé chez Capgemini, où j'ai continué de faire des missions de mise en place de projets de gestion de la relation client, cette fois-ci dans le secteur industriel, dans les services et dans les telcos. Mais Donc je ça, vais ça a faire une petite duré. pause, parce que tu dis plein de choses que j'aimerais bien Ah, temporaliser pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi je me rappelle dans les années 80, vers les débuts des années 2000, lorsqu'on recrutait des consultants, lorsqu'on dit dans un CV que j'ai déjà une compétence CRM, ça fait déjà un appel d'air de recrutement. Parce que mine oui, de rien, les entreprises, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient comprendre leur métier, comprendre le marketing. Et d'ailleurs, avec tout ce qui concerne le package, cette offre de service de CRM, c'était très recherché et très demandé. Parce que mine de rien, ce qui fait le développement d'une entreprise, c'est le développement commercial. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui le faisaient. Maintenant, lorsqu'on fait une carte de pouvoir dire quelles sont les entreprises qui font le CRM. Et d'ailleurs, vous allez voir ceux qui sont préconnectés, ceux qui vont venir plus tard, que ceux qui veulent briller dans l'intelligence artificielle sont ceux qui ont compris le squelette de l'entreprise et qu'est-ce qui permet de faire la genèse et ce qu'on va aborder tout à l'heure. Après, on avait des logiciels Salesforce, qui est maintenant un des leaders, si je peux me permettre. le leader, ouais. Tu as vu quand même des entreprises qui ont été petites, mais qui ont grossi. On appelait à l'époque les SS2I. Moi, je me rappelle, j'en ai Mhm, fait pas mal d'SS2I aussi, comme Capgemini. Et, mhm, et dans les SS2I, on recrute des ingénieurs, des chefs de projet, et on avait des mots savants, c'était BI, ERP, qu'est-ce qu'on mettait en œuvre pour que le chef d'entreprise, moi je me rappelle, j'étais à Surcouf, et je te laisse la parole, lorsqu'on clique sur un bouton, il nous dit, j'aimerais bien voir le chiffre d'affaires, tout de suite, mhm, la marge, la logistique, les marchandises qui étaient en dépréciation. C'est ce qu'on appelle des ERP. Il fallait faire des ERP en entreprise. mhm. Très bien, donc je te laisse continuer Bah, ta ça me fait le lien, tu me fais un lien parfait, Mehdi, et je te remercie, puisque en étant chez Capgemini, un des projets que j'avais mené, c'était entre autres pour des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques ont fait quelque chose de très intelligent, en tout cas j'ai trouvé à l'époque, c'est qu'ils avaient mis en commun leurs données de vente pour que chacun puisse calculer ses parts de marché de manière très géographique. C'est un nom technique chez eux, ça s'appelait le GERS. Et donc j'avais mis en place de la BI au-dessus du GERS pour équiper les laboratoires pharmaceutiques de tableaux de bord justement pour calculer leur part de marché et qu'ils aient tout ça en fait en place. Et j'ai mis ça en place au-dessus de SAP. Voilà. Et donc, SAP, en voyant la technicité et mon savoir-faire sur les aspects BI, connaissances métiers, m'a proposé donc le poste de directeur marketing France de l'offre CRM SAP qu'ils étaient en train de lancer. Donc là, j'ai quitté Capgemini. Grâce à ce projet de BI sur le secteur pharmaceutique, j'ai pu rentrer chez SAP et là, j'ai vécu 5 années complètement folles de mise en œuvre de CRM, cette fois-ci dans des très grands groupes à base de SAP, en étant successivement donc directeur marketing France, puis après directeur marketing Europe de l'ensemble de l'offre SAP CRM. Voilà. Voilà, juste pour vous dire une chose, mesdames, messieurs, ceux qui écoutent ce talk, c'est comme si je vous dis, on est en train de parler football dans 15 ans
et que l'invité, c'est Zidane. Donc, quelque part, Non, 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 non. quelque part à l'époque, non, c'est de l'humilité, mais il faut le dire. À l'époque, lorsqu'on avait Salesforce, SAP, certains domaines de Capgemini, c'était les poids lourds auxquels tous les consultants rêveraient de se faire recruter. Très bien, donc ça nous fait un peu une transition qui permet justement une lecture, parce qu'on a vu, et d'ailleurs je ne sais pas si tu étais au dernier salon Vivatech, énormément de startups qui se sont lancées dans l'IA, beaucoup. Oui, Et beaucoup oui. de startups vont se cannibaliser, disparaître, parce qu'ils sont Mm, petits. Lorsque tu vas voir Google qui est client et en même temps qui offre des services en disant j'aimerais bien participer à cette offre-là d'acculturation et de répondre à la mise en place de technologies dans des entreprises, même si le PDG est convaincu, il a envie de savoir en face de lui quelqu'un qui comprend, ou mm, plutôt qui a déjà une expérience comme toi, qui a comprend les CEO de mm, conquête de parts de marché. On ne va pas mettre de l'IA à l'interne, juste pour dire qu'on a de l'IA. Bien entendu, on améliore la productivité, mais c'est surtout très important de pouvoir améliorer tout ce qui concerne la productivité d'entreprise. mm. Donc là, je te laisse le lien, parce que mine de rien, on est vers les années, on n'est pas encore en 2020, hein, on est un tout petit peu Non, avant. mais je crois qu'on va arrêter de parler d'années parce que ça va me faire mal avec les cheveux blancs que je Ça ne commence le à avoir. rajeunit pas, mais en tout cas, c'est bien. Donc maintenant, on va faire la dernière transition entre Ouais, lecture entreprise et ouais, la création de Zenbaya. Et qu'est-ce que tu ouais, proposes Zenbaya? Parce que je vois que le temps passe et qu'on ouais. va se focaliser là-dessus. D'accord, parfait. Bah écoute, après donc mon expérience dans les grands groupes du style Accenture, SAP et Capgemini, je me suis aperçu que finalement j'avais envie de passer du côté entrepreneur de la force. Et donc j'ai créé, donc je suis un multi-entrepreneur, donc j'ai créé une première société, je vais partager mon écran rapidement, qui s'appelle GetQuanti et qui avait à vocation de tout simplement remplir les CRM de noms de prospects chauds que les entreprises et que les commerciaux rêvaient d'avoir. Et donc, la première société que j'ai créée, il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, permet de repérer les prospects qui sont venus sur votre site Internet par rapport à une technologie et aussi des premières formes d'IA. La technologie, c'était de l'IP tracking. IP, c'est ce qui permet de surfer sur Internet. Donc, c'est un numéro que l'on a accroché à chacun de nos de surf que l'on fait et qui permet de se dire, ben, il y a telle personne en train de surfer sur un site. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à réconcilier l'IP avec l'entreprise d'appartenance. Donc, je suis capable de dire avec GetQuanti quelles sont les sociétés qui sortent sur votre site Internet et qui n'ont pas rempli de formulaire de contact. Voilà, donc GetQuanti a aujourd'hui une forte base installée. Et pour revenir donc du coup maintenant à ma deuxième société qui s'appelle Zenbaya, il se trouve que chez GetQuanti, j'avais le rôle toujours de président, mais aussi de visionnaire. Et donc je rêvais de pouvoir créer un emailing personnalisé, voire même une landing page, c'est-à-dire une page web en temps réel, lorsque la personne revenait sur le site internet, qui lui parle exactement et qui corresponde à son tunnel de vente. C'est ce qu'on fait dans le CRM. On essaie de classifier les gens pour qu'ils puissent aller vers un acte d'achat. Et pendant un certain nombre d'années, j'ai cherché des nouvelles technologies et j'en ai pas trouvé jusqu'à ce que je tombe sur une petite société qui était inconnue au Attention, bataillon à cette époque-là. attention, c'est là le scoop. Et cette petite entreprise s'appelle comment? Une petite société que tout le monde connaît maintenant, hein, qui s'appelle OpenAI. On les a connus 18 mois avant leur lancement mondial. Et donc, quand on a testé cette solution-là avec mon associé Xavier Poli, qui est polytechnicien, on s'est dit que ça allait potentiellement révolutionner la manière dont on allait travailler avec GetQuanti. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit Hervé, ton truc, ça marchera jamais. Avec Xavier, on s'est dit bon, on va quand même tester. Et donc, on a passé un partenariat technologique avec OpenAI, technologique. Hein. J'ai pas pu investir chez eux, j'aurais bien voulu, mais c'est pas été le cas. Et on a travaillé avec la version 3 d'OpenAI. Pour ceux qui ont connu un peu cette époque-là, il n'y avait pas de chat GPT, c'était ce qu'on appelle un playground. On faisait un prompt à l'intérieur d'OpenAI et on avait une réponse en fonction du prompt qu'on avait fait. Et donc, on a trouvé ça absolument incroyable. Du coup, on a décidé, ça c'était 18 mois avant que tout le monde connaisse ChatGPT, donc on a décidé de créer ce qu'on appelle une IA Factory. L'IA Factory chez nous, ça reprend à peu près une dizaine d'IA qu'on appelle maintenant génératives, donc qui font du text-to-speech, qui font du speech-to-text, qui font de la traduction, qui font la génération d'images, de vidéos, bien sûr, qui font de la synthèse de texte, hein, comme le font les LLM. Donc, on a créé cette IA Factory et sur cette IA Factory, on a construit des scénarios métiers et on a tout de suite équipé GetQuanti de l'ensemble de l'IA dont elle avait besoin pour répondre justement à cette fameuse vision que j'avais
de pouvoir créer des emails très personnalisés à envoyer. Donc, Donc ça, je c'est... vais faire une petite pause de transition. Donc, quelque Oui, part, à les débuts des années 2000, parce que Opinet s'est démocratisé le lancement, je dis bien le lancement en 2022. Donc, tu es venu voir ce partenariat technologique avec ton œil de toutes les expériences qu'on a plus ou moins parlé, une partie. C'est pour ça que moi, je voulais absolument parler de tes expériences chez Capgemini, chez Salesforce, etc. Tu n'es pas venu comme quelqu'un qui dit, je vais créer une photo chez Midjourney ou je vais créer un texte. non, Donc, tu es venu avec l'expérience métier qui oui, regarde le squelette d'une entreprise et qui sait dans quel outil permet de faire les leviers de croissance et à oui. côté de ça, tu te dis, mais tiens, j'ai déjà eu une interface avec cette technologie qui te plaît. Comment je peux améliorer cette expérience métier pour les entreprises avec laquelle j'allais dire des PDG à l'ancienne, même au nouveau standard, comment ils vont écouter ta proposition et dire, mais c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on est en train de chercher, parce que toi, ta vision, c'est pas la formation, Alors, voilà. alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais une vision à l'époque qui était de pouvoir personnaliser des emailing à envoyer à des clients. Et en fait, avec le savoir-faire de Xavier, on a créé quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est cette fameuse IA Factory. Et c'est là où on s'est dit que, ben, il fallait surtout qu'on comprenne quels étaient les besoins des utilisateurs, donc du métier, des entreprises. Et donc on est allé sur le marché, donc ça c'est année 2. ChatGPT est toujours pas sorti, hein. On a montré des premiers prototypes à base d'IA très orientés quand même scénario, marketing et vente B2B, donc business to business, parce que c'est un domaine qu'on connaissait bien. Et on a fait tester ça à 300 sociétés sur le marché. Et sur ces 300 sociétés, au bout d'un an avec ces personnes avec lesquelles on travaillait, bien sûr on les a suivis, ils ont dit: «Hervé, c'est assez incroyable, l'IA que tu as trouvée parce qu'elle répond, mais alors, mieux que moi, elle me connaît mieux que moi lorsque je lui pose des questions sur qui je suis et si elle a lu mon profil LinkedIn. Et en plus de ça, non seulement je vais te l'acheter, mais en plus de ça, je suis prêt à la recommander». Donc en marketing, c'est ce qu'on appelle un test de marché. Et deuxièmement, on a eu ce qu'on appelle un Net Promoter Score de 8,7 sur 10. Net Promoter Score, c'est est-ce que je suis prêt à recommander ou pas cette solution en fait à quelqu'un d'autre ou à un de mes collègues. Et là, on s'est dit peut-être qu'on tient quelque chose avec Xavier. Et là, boum, badaboum, ChatGPT sort en novembre 2022. Le poteau rose est découvert. L'IA magique qui nous permettait de faire un effet waouh avec les gens avec qui on le testait, ben, tout le monde l'a découvert avec l'arrivée d'une manière de discuter avec l'IA qui est un chat. Et effectivement, on a tous vu le nombre d'utilisateurs, je crois, qui est monté à 1 million en presque un mois, euh, exploser. Et là, c'est intéressant parce que avec Xavier, on s'est dit, ouais, mais bon, voilà, nous, qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans? Et donc, on a décidé d'attendre que le marché, non pas se calme ou se structure, parce que c'est un marché qui est toujours en ébullition, mais on s'est dit quand même qu'il fallait mieux qu'on attende à voir un petit peu ce qu'allait se passer. Et on a vu 100, 500, 1000, 2000, 10 000, 50 000 sociétés se créer autour de l'IA pratiquement en année 2023. Et donc, on a réfléchi et on s'est dit avec Xavier, bon, finalement, on a une bonne solution. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir lutter contre l'ensemble des 20 000 sociétés qui font de l'IA un peu plus verticale? Et on a regardé et on s'est dit, ben, en fait, le marché, il est structuré de deux façons. La première, c'est qu'il y a l'ensemble des gens qui vont utiliser ChatGPT ou ce qu'on appelle des GPTs. GPT, c'est une manière un petit peu de formater GPT pour que ça réponde de manière simple en fait à une demande. Et on s'est dit que ce marché-là, finalement, ça va être plutôt des entrepreneurs, enfin plutôt des micro-entrepreneurs qui allaient se créer leurs propres GPTs. Et on s'est dit, bah, on va pas pouvoir être en concurrence avec ChatGPT, donc non, ce ne sera pas notre marché. Le bas de marché de la micro-entreprise ne sera pas notre marché. Donc on s'est dit, bah, quels sont les autres marchés? Il y a le marché des grandes entreprises. Le marché des grandes entreprises, c'est des gens qui s'appellent Airbus, qui s'appellent Schneider, qui s'appellent Legrand. En France, bah, tout cela, en fait, vont probablement être trustés par le leader sur ce marché-là à cette époque-là, qui s'appelait Microsoft, et qui avait investi plus de 10 milliards en fait dans OpenAI pour justement récupérer en fait le futur moteur qui s'appelle maintenant Copilot et qu'ils allaient mettre en œuvre dans leur ERP qui s'appelle Microsoft Dynamics ou directement dans Microsoft Office avec l'arrivée justement d'un chat Copilot qui va peut être, que certains nombres d'entre vous peuvent peut-être utiliser. Alors, si je Et- comprends bien, sur le plan stratégie, donc tu ne voulais pas être en concurrence avec tout le monde, par oui, laquelle, parce qu'on dit simplement, lorsque l'acquisition de technologie, elle est facile, forcément la pénétration de marché, pour pouvoir se démarquer, est compliquée, parce que tout le monde sait faire la même chose. Par contre, voilà. là où tu avais une valeur ajoutée, c'est là où tout le monde n'a pas la même expérience, c'est là où tu te dis, j'aimerais bien proposer une solution
stratégique aux entreprises par laquelle tous les jeunes qui sont doués dans l'apprentissage des GPTs, mais qui ne connaissent pas quelle est la structure de certaines entreprises et qui ne peuvent pas répondre à leur cahier de charge d'ailleurs. Mm. C'est vrai. Donc c'est là où peut-être l'expérience va jouer. En tout cas, nous, dans nos réflexions, il est clair que j'étais entouré de gens qui nous ont permis aussi de réfléchir parce qu'on n'a pas défini cette stratégie-là seul. On a posé plein de questions à plein de monde sur le marché, sur l'avenir de l'IA, comment ils le voyaient. Et donc, notre décision a été de se lancer uniquement en septembre 2024, alors qu'on avait déjà plus de 4 années de recherche et développement sur le sujet. Donc, ça fait à peu près maintenant 1 an. Et donc, de lancer Zenbaya en faisant le pari que nous allons aider les entreprises, comme c'est marqué sur le site, à déployer rapidement ce qu'on appelle maintenant des agents IA, surtout de manière personnalisée. Donc, c'est comment est-ce qu'on récupère le savoir-faire métier d'une entreprise pour qu'on puisse personnaliser des agents déjà préformatés qu'on a créés sur une plateforme qui sera sécurisée et qui soit aussi, en termes de gouvernance, qui correspondent aussi à la manière potentiellement de ne pas trop livrer d'informations en fait aux GAFA américaines. Très bien, Voilà, donc notre positionnement, c'était celui-là, et on vise essentiellement ce qu'on appelle les ETI ou des PME. Les TPE, mais il faut que ce soit plutôt des grosses TPE. Et on a fait aussi un autre choix stratégique, on en parlera tout à l'heure, qui était de ne pas vendre en direct en fait notre plateforme que je vais vous montrer, mais de la mettre à disposition de consultants métiers qui, eux, connaissent les besoins clients et qui seront accompagnés en amont et en aval la mise en œuvre de l'IA dans ces entreprises-là. très bien. Ça te Donc, permet justement de te concentrer sur la stratégie développement et c'est la vente indirecte. Et c'est à eux qui vont gérer l'interface client et plus ou moins la problématique qu'il y aura. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les ventes indirectes, les plus grands succès, c'était Dell dans l'informatique, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui font de la vente aussi indirecte. Cisco à l'époque, si tu es un grossiste et tu vas chez Cisco, plus tu te formes, plus tu as des remises, plus finalement tu as la capacité d'acheter chez les grossistes Cisco. Donc en tout cas, c'était la stratégie des années 2000, la vente indirecte, et en tout cas, tu fais bien de pouvoir le faire. N'hésitez surtout pas sur le chat si vous avez un mot ou quelque chose, une abréviation que Hervé Gonnet manipule, que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, je peux reprendre la question et lui la poser. Et comme ça, on pourra répondre et enrichir notre talk. Je te laisse continuer ta narration, cher Hervé. et donc, du coup, je vais faire maintenant, peut-être vous montrer un peu plus ce à quoi on est arrivé, hein. Donc, je vais le faire exactement dans 30 secondes. Juste en amont, je me suis aussi appuyé sur je dirais mon expérience, où chez SAP aussi, j'ai créé le réseau de distribution d'une solution qui s'appelle SAP Business One à destination des PME. Et donc, j'avais aussi le savoir-faire d'animation d'un réseau, de recrutement d'un réseau. Et je connaissais à peu près les ficelles de comment aider des consultants à travailler avec des éditeurs de solutions qui s'appelaient SAP. Alors moi, je ne m'appelle pas SAP, je m'appelle Zenbaya, évidemment. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un gap entre lorsqu'on a un nom de marque connue, SAP, et lorsqu'on a une startup qu'on s'appelle Zenbaya, il faut construire toute sa notoriété. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus 1 an. Donc je vais passer, si tu veux bien, Mehdi, maintenant à plus vous montrer un peu plus à quoi ressemble la plateforme, que vous pourrez tous tester. Donc le site, si tu veux bien le remettre après dans le chat ici, c'est zenbaya.com, vous le voyez ici. Voilà. Vous arrivez sur la page d'accueil, je vous laisserai regarder un petit peu plus notre positionnement et ce que l'on fait. Et une fois que vous avez fait ça, je vous propose de cliquer sur le bouton connexion ici, de vous créer un compte. Et lorsque vous avez créé votre compte, vous allez arriver directement sur cette plateforme ici sur laquelle je me suis déjà logué. Donc là, vous êtes en direct live sur notre plateforme Zenbaya. Zenbaya aujourd'hui ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la Workplace IA, c'est-à-dire un tableau. Dans ce cas-là, vous avez, moi j'ai à peu près un peu plus de 200 agents à ma disposition avec lesquels je travaille tous les jours. Vous voyez, à peu près ça, c'est l'ensemble des agents qui sont déjà préprogrammés, que vous pouvez utiliser tous les jours. Lorsque vous créerez votre compte, vous aurez à peu près une vingtaine d'agents à votre disposition. Pour vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble en fait un agent chez nous, bah, je vais prendre quelque chose d'assez simple, hein. Ici, typiquement, c'est par exemple le webinar. Webinar, c'est un agent qui va vous permettre de créer donc des webinars. Ça intéresse les marketeurs qui doivent faire peut-être un webinar tous les 15 jours, toutes les semaines ou au mieux tous les mois. Et pour ceux qui ont déjà fait des webinars, bah, ça prend du temps. Il faut quelque part trouver les bonnes idées, écrire un email d'invitation, faire une landing page, faire un sommaire, bref. Tout ce petit process ici de création d'un webinar, ben, on l'a automatisé. Et pour que l'IA comprenne un peu quel est le thème des webinars, vous l'avez compris, il faut qu'elle me dise un petit peu quel est le thème des webinars.
Eh bien, on a ici deux, trois questions que l'on pose, auxquelles on peut répondre. Et donc, on peut soit taper ici le thème de webinaire, hein. Je vais organiser un webinaire le 2 mars sur l'IA. On peut lui uploader un document. Donc, si vous êtes déjà votre patron, vous avez un email en disant voilà le webinaire que je veux faire, ben, dans ce cas-là, vous uploadez l'email et l'IA va le prendre en considération. Ou pourquoi pas aussi, on peut directement en fait dicter à l'IA ce que l'on veut faire. Je voudrais faire un webinaire sur tout ce qui est la mise en œuvre de l'IA dans les TPE-PME à destination de consultants qui seraient intéressés à distribuer une plateforme qui permettrait de créer des agents pour les TPE, PME et ETI. Alors, ETI, il n'a pas pris, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on a intégré ce qu'on appelle du speech to text là-dessus, ce qui vous permet directement de pouvoir Gratuitement. dialoguer en fait avec l'IA sans avoir besoin de taper. Et une fois qu'on a fait ça, bah, qui sont les speakers? Bah, c'est mieux si l'IA le sait, comme ça elle pourra personnaliser un petit peu l'email. Et à qui est-ce qu'on s'adresse? Bah, là, je m'adresse à des consultants. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, il suffit de cliquer sur ce petit bouton-là, démarrer. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on ne prompte pas dans des agents Zenbaya. On leur dit simplement quel est le thème du webinaire que l'on veut faire. Et ici, vous avez un certain nombre de prompts qui ont été préécrits par des experts sur quelle est la meilleure façon d'écrire un email d'invitation. Voilà, donc là, il y a un prompt qui a été écrit qui dit imagine une situation, les trois choses que vous allez apprendre, les trois choses qu'il faut participer, un call to action. Donc, si vous savez prompter, vous savez écrire ce genre de sujet. Et nous, on a simplement fait en sorte que l'IA récupère ce qu'on a dit ici pour que finalement, les gens qui ne connaissaient rien à la manière d'écrire un webinar puissent cliquer en fait sur ce bouton-là pour que ça se fasse. Ici, je peux avoir aussi quelque part le sommaire en fait de mon webinar, introduction, thème, comprendre les besoins, etc. Je peux ici typiquement aussi écrire tout le discours si j'ai envie du webinar avec l'introduction, toutes les verbatims, la manière de détailler les choses. Bref, je ne vais pas vous passer en revue tout ce qu'on peut faire, vous le connaissez. Parce que le Voilà, webinar, c'est juste un outil parmi d'autres. c'est un des outils que l'on sait faire. Comme on a intégré aussi une IA de traduction qui n'est pas d'ailleurs du l'OpenAI, du ChatGPT, hein, on sait faire ça en 35 langues, en japonais, en coréen, en chinois, en arabe. Alors, je ne pense pas qu'on utilise beaucoup, mais en danois, en grec, en portugais, en italien, en allemand, enfin, toutes les langues européennes sont déjà incluses. Et pour ceux qui sont geeks, ici, on peut jouer aussi directement, alors ici, avec les différents moteurs qu'on met à disposition. Donc là, on en met à peu près, ouais, à peu près une grosse dizaine à disposition. C'est les dernières hein, du moment. On a du ChatGPT 5 pour ceux qui connaissent, on a du Gemini, on a de l'IA chinoise avec Queen, avec du DeepSeek, on a évidemment du Claude, du Mistral, du Gemini. Bref, nous-mêmes, nous mettons notre IA Factory up-to-date en fonction des derniers LLM qui sortent sur le marché et qui nous paraissent être bons pour pouvoir travailler. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble en fait un agent chez nous. Et à votre disposition, vous avez plein d'agents qui vous permettent de faire plein de choses en termes de marketing. Ici, par exemple, comment rédiger du contenu pour vous mettre sur votre blog, sur votre site internet, dans LinkedIn. Comment réaméliorer votre site pour qu'il soit optimisé en termes de SEO. Comment j'ai rédigé des emailing pour mettre dans vos outils de ce qu'on appelle de marketing automation ou de CRM. Webinar, on l'a vu. Company Profiler, c'est tout savoir du prochain prospect que vous devriez contacter. LinkedIn Profiler pour tout savoir de la personne en fait que vous allez rencontrer. Alors, je ne sais pas si ici je peux me loguer sur LinkedIn, si ça va le faire. Hop, ici, je vais voir si j'ai la connexion LinkedIn qui apparaît. Oui, très bien. Et par exemple, Joseph Barthollet, que je ne connais pas ici, qui effectivement apparaît ici dans mon fil. On vous met à disposition ici ce qu'on appelle une Chrome extension. Donc moi, j'ai déjà installé. Vous pourrez l'installer un peu comme vous voulez. Euh, Toutes nos agences sont disponibles dans cette Chrome extension, puisque on est en mode responsive. Et là, il faut juste savoir que c'est LinkedIn Profiler qu'il faut que je lance. Et donc, on a scrappé, vous voyez, dès que j'ai lancé LinkedIn Profiler, on allait scraper la page web sur laquelle se situait en fait la Chrome extension. J'ai mis en mémoire tout ce que je savais ici sur la page web ici de Joseph Barthollet. Ici, j'ai mis en fait ma proposition de valeur de qui est Zenbaya si je devais lui écrire en fait un email. Et ici, bah, je vais faire un petit bouton qui s'appelle démarrer. Pareil, de la même manière ici. Et là, l'IA va me faire un résumé de qui est Joseph, va me faire un résumé de sa carrière, va me dire quels sont ses topics d'intérêt, mais ce qui l'empêche de dormir la nuit, me définir sa personnalité en faisant une analyse disque de qui il est.
et voire même rédiger des intros LinkedIn et voire même une introduction d'email. Donc là, si je fais un résumé, ben voilà, j'ai le résumé en fait de professionnel de Joseph, qui est vice-président senior du développement commercial pour la région IMIA chez Téléperformance depuis juin 2024. Il possède une expérience significative. Bravo. Voilà, donc ça me permet, si je suis commercial, rapidement de savoir à qui je vais m'adresser avant de l'appeler. Si je veux savoir un petit peu plus quels sont ces thèmes d'intérêt, ben, il faudrait que parle de commercial et stratégie, d'IA, tiens, c'est intéressant, de ressources humaines et de soutien aux entreprises. Et voilà ce qui l'empêche de dormir la nuit. C'est effectivement que la technologie change rapidement, qu'il faut mettre en œuvre de la culture entreprise pour les employés. Donc voilà, tout ça, ce sont des insights, donc des données qui vont permettre de mieux comprendre et de mieux dialoguer en fait avec Joseph. Ce Et qui est si je intéressant, devais faire en fait une introduction email, eh bien, il va se baser sur l'analyse du profil de la personnalité, ici, de Joseph, qui est quelqu'un avec qui je dois être direct et concis. Je dois mettre l'accent sur des solutions et j'évite les généralisations. Et on récupère en fait ce savoir-faire de comment communiquer avec lui pour que, typiquement, si je devais lui envoyer une intro email qui se situe là, eh bien, du coup, ça récupère la personnalisation, mais vraiment en fonction des mots qu'il attend pour que je puisse être percutant si je devais lui envoyer une email, voire même au téléphone pour pouvoir discuter avec lui. merci beaucoup. Donc, moi, personnellement, lorsque je reçois un message et un mail très très grand, je me méfie, je me dis c'est un robot. Par contre, lorsque je lis les premières lignes et je vois que c'est un peu plus personnalisé, je me dis tiens, je vais lire et ça m'arrive souvent que je lis tout le message. Alors, C'est super important. mais en fait, je suis désolé de vous montrer en fait cet outil LinkedIn Profiler parce qu'on reçoit plein d'emails de ce type-là en fait maintenant. Et je dirais pas que c'est galvaudé, mais quelque part, voilà, les messages LinkedIn, on se méfie énormément maintenant de ce que l'on reçoit. Mais c'est juste pour vous montrer en fait la capacité que l'on a à mêler un premier contexte qui est la personne que je vais rencontrer, l'analyse de son profil, de sa personnalité pour pouvoir rédiger un email. Mais j'ai une question piège pour toi. Vas-y, dis-moi. C'est pas piège. Qu'est-ce que tu en penses? Et d'ailleurs, il y a d'autres questions sur le chat que je vais les énumérer les unes après les autres. Rassurez-vous, il n'y a aucune question qui sera zappée. Quelqu'un qui te dit oui, c'est trop gentil, c'est très joli, mais ça ressemble à ChatGPT avec les GPT de ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que tu as une Alors, interface quelque part, que notre solution en fait ressemble à un chat GPT, c'est ça? avec des GPT à gauche. Et donc, Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement qu'on ne chatte pas. Donc déjà, dans notre interface, on a fait à peu près allez, 180 versions différentes du X, donc 4 versions majeures. Et lorsqu'on est arrivé à une version où on ne chatte pas, mais où quelque part on appuie directement sur des prompts qui sont déjà préprogrammés, les gens nous ont dit, ah oui, ça me parle, parce que autrement, quand je chatte avec ChatGPT, il faut que je répète mon contexte. Je ne sais pas si j'ai posé la bonne question, le bon prompt. Lui-même, il pose 15 questions différentes. Donc, en fait, là, on a fait tout le travail pour vous de vous dire, ben, c'est des prompts qui sont faits par des experts, voire même qu'on va rédiger avec vous en entreprise et qui vous permettent de faire ça de manière plus simple. Ce que je ne vous ai pas montré non plus ici, mais je peux le montrer ici aussi, c'est que ici, vous avez à disposition ici, en fait, aussi une analyse de l'ensemble en fait d'usages des différents agents que vous pouvez avoir. Donc, ce qui permet au manager de savoir comment l'IA est utilisée dans son entreprise. Et aussi par rapport à cela, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que euh, généralement, si on devait par exemple rédiger un emailing, il faut quand même qu'on dise qui on est, quelle est notre proposition de valeur et à qui on s'adresse. Et dans ChatGPT, potentiellement, il faudrait répéter ça à chaque fois, ou bien on peut le mettre en mémoire. Et nous, c'est conçu, je dirais, by design, c'est conçu dans l'interface pour que, au niveau entreprise, ce que l'IA doit connaître ait déjà été pré-rempli et donc on n'ait pas à se répéter. Donc, il est clair que ChatGPT est le moteur. Quelque part, le moteur que j'utilise derrière, c'est du ChatGPT. Alors, ça s'appelle pas comme ça, hein, ça s'appelle une API qui permet d'y utiliser, mais c'est le même moteur. Simplement, ici, nous, on essaie de faire en sorte qu'on puisse déployer ce genre d'agent, comme on le fait en ce moment, par exemple, chez Galileo. Chez Galileo, aujourd'hui, il va y avoir à peu près 150 chargés de placement qui vont utiliser un des agents qu'on a créé, qui permet de reformater des CV et de les envoyer pour qu'ils passent ce qu'on appelle les systèmes d'information des ressources humaines et que les personnes puissent potentiellement être recrutées en alternance. On fait ça, par exemple, aussi chez Legrand. Chez Legrand, l'ensemble des commerciaux vont analyser la société qu'ils vont voir, vont avoir un LinkedIn Profiler pour qu'ils connaissent mieux la personne qui vont être utilisées. Et ils ont aussi ce qu'on appelle un note taker qui leur permet de dicter à l'entreprise, à l'IA, le compte rendu lorsqu'ils sortent de rendez-vous pour que ça aille directement dans le CRM. Vous voyez, donc
Nous, on a essayé de penser les choses au niveau métier, au niveau réellement process d'entreprise, ce qui est faisable avec des GPTs, mais il faut quand même avoir l'expérience et un savoir-faire de métier pour pouvoir y arriver. Très Voilà, bien. je vois que le temps passe vite, mon cher Mehdi. Ouais, je vois ça. Je reprécise que ton métier, c'est parler avec les entreprises qui ont des salariés par laquelle il y a ceux qui sont formés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres sont aguerris, d'autres ne le sont pas, et tu aimerais bien donner cette vision, c'est ce qu'on appelle les dashboards, les BI, les ERP, à celui qui est en entreprise de regarder comment ces salariés abordent l'utilisation de cet outil. Et c'est toujours important de le faire. Je vais juste te permettre, ça, cher Hervé, je vais quand Oui. même voir les personnes qui sont en train de me poser des questions et que moi j'aimerais bien te les poser. C'est toujours des Alors, questions bienveillantes. Ou est-ce que tu souhaites avancer un petit chouïa et après. oui, je vais avancer. Tu veux me laisser encore 5 minutes si c'est possible, si tu veux bien. Je vais juste montrer un petit peu les différentes choses sur lesquelles on est en train de travailler aussi. Ici, on a mis au point aussi un simulateur de vente. Euh, Typiquement, c'est pour entraîner des commerciaux, par exemple, à s'entraîner, à aller rencontrer en fait un client. Donc, je ne sais pas si la technologie va marcher, si effectivement, alors non, ça n'a pas l'air de marcher puisque j'aurais dû avoir ma vidéo ici qui apparaît. Mais on peut entraîner donc un commercial qui va travailler avec une IA pour s'entraîner avec je dirais, un futur prospect et client. Et ensuite, derrière, l'IA va pouvoir analyser et donner des conseils en fait au commercial pour qu'il s'améliore la prochaine fois qu'il verra un client. Voilà, ce genre de choses qu'on sait faire. Et dernière chose que je vais montrer, qui est peut-être la plus importante, c'est typiquement tout ce que je vais montrer ici correspond à peu près 200 agents métiers qu'on a déjà préprogrammés et qui sont réutilisables, puisqu'on vous met à disposition en fait un studio. Donc là, vous voyez notre studio qui est apparu. Donc on a l'agent ici qui a été designé avec l'interface. Et on peut très facilement, du coup, avoir accès ici au prompt ou modifier le prompt d'email d'invitation qu'on a pu rédiger ici. Voilà, donc on appuie sur le petit bouton ici qui se situe là, donc on peut modifier, voire mettre au point des nouveaux prompts. Il est possible aussi de créer avec d'autres modules plus intelligents qu'un SAP ChatGPT. On peut générer des images, on peut gérer des vidéos avec des avatars, on peut générer des présentations gamma, on peut chercher l'information sur LinkedIn, on peut aller chercher des informations sur Internet, on peut scraper un site Internet, on peut échanger de l'information par API avec vos systèmes d'information, on peut créer des workflows et on travaille maintenant sur des agents qui maîtrisent les différents workflows qui s'intègrent dans ce qu'on appelle le futur de l'IA, qui s'appelle les agents intelligents avec des technologies que je ne vais pas détailler maintenant, mais entre autres tout ce qu'on appelle du MCP, ce qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu un petit aperçu. Et pour ceux qui souhaitent aussi le savoir, on a aussi ce qu'on appelle un RAG. Un RAG, c'est comment on peut entraîner une IA avec des informations supplémentaires pour que l'IA n'hallucine pas, mais qu'elle aille travailler sur une base de connaissances de l'entreprise, typiquement des techniciens de maintenance qui auraient besoin d'avoir à disposition la base d'informations sur comment relier le tuyau A avec le tuyau B. Bien évidemment, ils peuvent l'avoir en tête, bien évidemment, ils peuvent passer un coup de téléphone à l'expert, ou bien alors on le met à disposition, donc une IA qui va se baser sur le savoir-faire ici. Et là, effectivement, on y met l'ensemble des documents qui représentent le savoir-faire de l'entreprise. Et donc, toute cette base-là est interrogeable directement par l'IA, que ce soit en mode chatbot ou en mode directement en fait, sur des téléphones. Voilà, je suis désolé, je voulais juste repréciser un certain nombre de choses et je suis prêt à répondre à tes questions maintenant, si tu le veux bien, Mehdi. Beaucoup, en fait, c'est des questions qui sont sur le chat et tu as accès à ces Ah, questions. Euh, alors, du coup, je vais essayer d'aller sur le chat. Euh, donc, il y a des questions. alors, chat, ah oui, il y a beaucoup de questions, 19 questions. Est-ce que tu veux peut-être me dicter celles qui sont pour toi les plus Ouais, importantes? par exemple, Anthony, que je salue, qui est toujours un fidèle du talk, et j'aime beaucoup ces questions. A-t-il trouvé, je pense qu'il te parle de ton outil, un moyen d'éviter les hallucinations tout en Oui, préservant la constance? C'est lui. oui. Comment Là, être là, absolument sûr? Il y a deux questions. alors, on ne peut pas éliminer l'hallucination totalement, puisque à une question, l'IA répondra. Donc, si on pose la question de, voilà, raconte-moi l'histoire d'un petit lapin, il va continuer avec potentiellement Alice au pays des merveilles, etc. Donc, si on ne précise pas le contexte à l'IA, elle va inventer, on appelle ça halluciner. Maintenant, ce qu'on a compris maintenant avec 5 ans de R&D, c'est que lorsqu'on donne des contextes, en fait, c'est quoi des contextes? Ce sont des corpus d'informations. Typiquement, si j'envoie qui vous êtes avec l'ensemble de vos profils LinkedIn à l'IA
eh bien, elle a peu de chances d'inventer une entreprise dans laquelle vous n'auriez pas été. Elle va vraiment se concentrer sur l'information que je lui ai donnée et donc elle ne va pas halluciner. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a découvert que si on mêlait deux corpus d'informations, comme qui vous êtes et ce que je vous vends, ce que je dois vous vendre, du coup, l'IA va faire un très bon rapport entre qui vous êtes et écrire un email qui soit extrêmement personnalisé. Donc, à partir du moment où on donne à l'IA alors du contenu en amont, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, eh bien, l'IA a très peu de chances d'halluciner. Et c'est un peu notre savoir-faire, justement, c'est de faciliter la mise en contexte d'informations pour que ces agents-là répondent bien en fait à vos besoins. Merci beaucoup. Question un petit peu piquante d'un cher Anthony. En tout cas, il a dit est-ce que c'est gratuit et on est limité? En tout cas, vous avez un accès, mais ce n'est pas illimité tout le temps. Mais ça vous permet Tester. d'avoir, Ouais. d'avoir accès, de vous familiariser avec ZenBaya. Et c'est super important. N'oublions pas que Hervé présente sa solution pour présenter aux entreprises, mais ça vous permet d'avoir une idée pendant un certain temps. Jonathan, il a dit, alors c'est une question de son parcours, c'est pas une question, en tout cas je le salue, je le remercie. Et il n'y a que ça comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai loupées? Je pense que non. Est-ce qu'on peut uploader? Une autre question d'Anthony, pardon. Donc, lorsque on voit tout ce qui permet justement de développer le contenu, est-ce qu'on peut l'uploader? Est-ce qu'on peut télécharger ou est-ce qu'on fait juste un copier-coller, par exemple? Non, non, ici, vous pouvez effectivement, partout en fait, où il y a le petit bouton ici, envoyer, et ben en fait, vous pouvez uploader en fait n'importe quel document, PDF ou autre. Alors, est-ce que j'ai ici? Non, je vais pas faire celui-là. J'ai une invoice, bref. Euh, voilà, par exemple, ici, je upload. Et donc, automatiquement, là, c'est un brief de projet de transformation digitale. Et ici, par OCR, on a reconnu en fait tout le document qui a été uploadé. Donc, du coup, on peut mettre du contexte. Ou bien alors l'autre solution, c'est vous voulez plutôt mettre ça en fait en ce qu'on appelle en RAG ici. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, un RAG, c'est un repository de documents. Et je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais uploadé ici à peu près une quarantaine, une cinquantaine de livres blancs qui parlent de l'IA pour que moi, si j'ai un use case client, bah, je puisse dire ça a déjà été fait ailleurs, et voilà comment ça a été fait, et voilà le ROI qui a pu être trouvé dans cette entreprise-là. Donc voilà comment je m'en sers moi en fait pour pouvoir, Très bien. comment j'upload des documents. Tu as montré tout à l'heure qu'on peut faire des workflows. Donc, la question de Kim, est-ce qu'on peut Oui. créer des workflows? Je pense que tu as déjà répondu à ça. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs moyens de créer des workflows, mais nous, ce qu'on a mis au point, ce sont des workflows en fait de process qui s'enchaînent les uns avec les autres. Donc, je ne l'ai pas montré réellement ici dans le studio, mais ici, les workflows que l'on fait, c'est déjà le process ici qui est là. C'est comme si dans un N8N, un Make ou un Zapier, si vous connaissez un peu sur la solution, ben, on avait ici une boîte, une autre boîte, une autre boîte ici, en fait. Et du coup, on peut, ici, en reprenant les informations qui sont générées ici, en les mettant ici, du coup, ça nous crée notre workflow. Ça, c'est workflow simple. Et après, on s'intègre avec d'autres outils que vous connaissez, que j'ai cités, N8N, Zapier, et maintenant les nouveaux agents ChatGPT aussi, qui permettent du coup de faire des workflows un peu plus complexes. On va chercher l'information dans les ERP, dans les CRM, dans les HubSpot, dans les Salesforce, etc. D'accord. Imagine qu'on est convaincu par Zenbaya. On a vu qu'il y a plein de choses. Je pense que ceux qui vont le tester vont en parler mieux. En tout cas, moi, lorsque Bon, les outils, j'ai beaucoup aimé. Et ouais. donc, je te félicite, toi et ton équipe, pour avoir fait ça, d'avoir fait tous ces éléments-là, parce que ça a l'air ouf. Tous ces GPT, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne chatte pas, on clique sur un Non. bouton. On clique sur un bouton, ça augmente la rapidité. Lorsqu'on aimerait bien vendre la solution Zenbuyer, est-ce que c'est possible? Comment on peut devenir un revendeur de Zenbuyer? Alors, je crois que le message principal que je voudrais vous faire passer, bien évidemment, vous pouvez tester en fait Zenbaya. Bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous accompagner si c'est le cas. Et notre stratégie, je le rappelle, en fait, est de ne pas vendre en direct en fait des solutions Zenbaya, mais de passer par des partenaires. Donc ici, la page peut-être la plus importante de notre site, c'est la page partenaire qui se situe là, que je vais vous montrer ici rapidement. Voilà. On recherche effectivement des gens qui sont soit des consultants indépendants qui ont une expertise métier. Il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise IA pour travailler avec nous, mais si vous connaissez bien un métier, que ce soit dans la supply chain, la finance, le marketing, la vente, les ressources humaines, venez nous voir, on aura plaisir de travailler avec vous. Si vous êtes un cabinet de conseil entre 30 et 300 consultants, on travaille cette fois-ci avec vous, mais sur des use cases, peut-être plutôt d'ETI ou de grands comptes. Typiquement, les ETI peuvent avoir des besoins d'analyse de RFP, donc d'appel d'offres.
Voilà. Et dans ce cas-là, on upload une base de connaissances déjà des réponses à appel d'offres qui a été faites par le TI pour que l'IA puisse répondre à un nouvel appel d'offres qui arrive. Donc ça demande un peu plus peut-être de savoir-faire. Peut-être c'est plus des consultants métiers entre des cabinets de conseil qui savent le faire. Et aussi, on travaille beaucoup avec des éditeurs de solutions SaaS. Typiquement ici, on travaille avec une société qui s'appelle SalesApps, qui met à disposition des commerciaux, on va dire des présentations plus, pour que le commercial fasse des démonstrations impactantes lorsqu'il est chez le client. Eh bien, on a équipé aujourd'hui SalesApps avec 6 IA, Powered by Zenbaya, mais c'est en marque grise, en marque blanche. Et en fait, aujourd'hui, Zenbaya est en train d'être déployé auprès de 20 000 utilisateurs, qui sont les plus grands comptes français au niveau force de vente. Voilà, donc si vous êtes consultant indépendant métier, venez nous voir. Si vous êtes un cabinet de conseil ou une agence dans quelques domaines que ce soit, plutôt vertical, venez nous voir. Si vous êtes un leader de solution, venez nous voir. Bien entendu, tu n'es pas le seul, il y a ton équipe, tu es le fondateur et le CEO de cette entreprise, mais il y a une équipe qui est avec toi. Bien Euh, sûr. Pour contacter sur LinkedIn, comment on fait? Donc Hervé Gonnet, si vous avez vu le post, vous le cliquez, vous l'ajoutez. Absolument. On a l'habitude. Et comme ça, vous allez interagir avec lui. Ça vous permet justement, selon votre position géographique, de rentrer en contact directement et de permettre justement de nouer un contact commercial, business. J'allais te dire la dernière question avant de te libérer, parce que je vois Ouais, qu'on est le passé temps dans passe, ouais. le temps. Si tu as un conseil, lorsque je te dis quelles sont les bonnes pratiques pour mettre de l'IA dans une entreprise, quelle est la porte d'entrée que tu recommandes? Donc, la question, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour mettre de l'IA dans l'entreprise, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, la première, c'est ce que j'appelle l'acculturation. C'est j'espère que vous savez ce que c'est que l'IA, et si ce n'est pas le cas, allez consulter. Il y a plein de tutos qui existent sur Internet qui vous expliquent ce que c'est que l'IA. C'est pas quelque chose de magique, c'est à base de statistiques, c'est à base de réseaux de neurones. Et j'ai pas le temps d'expliquer tout ça maintenant, mais à minima, comprenez comment marche une IA et que c'est uniquement en fait des réponses statistiques. Une IA n'est pas intelligente. Une IA ne fait que vous donner le prochain concept qui correspondrait le mieux à ce que vous avez tapé en fait en amont. Donc une fois que vous avez compris ça, la deuxième peut-être chose que je vous conseille, c'est d'aller consulter un site qui s'appelle IA for Business ici.info que l'on maintient. Et il y a à peu près 90 experts aujourd'hui qui donnent leur point de vue sur l'IA et comment le mettre en place dans les entreprises. Donc, c'est un deuxième niveau d'acculturation que je vous conseille, c'est d'aller regarder ce média-là, IA for Business, et aussi de regarder un peu ce qui se passe dans les RH, ou ce qui se passe effectivement, ça c'est un post très intéressant sur les 8 vérités surprenantes du fonctionnement de l'IA révélé par les MIT, ou effectivement ici, comment se déploie l'IA dans les entreprises, entre autres au niveau du secteur public. Donc là, c'est non seulement, je dirais, des experts qui vous parlent, mais aussi du contenu qui est sourcé et éditorialisé pour que vous ayez vraiment les dernières informations à jour. On ne parle pas sur IA for Business des dernières technologies, on parle de leurs usages dans les entreprises. Donc là, vous pourrez trouver pour vous-même, en fait, ce sujet-là. Voilà. Et le dernier point, avant de commencer à faire appel à des sociétés comme les nôtres et de créer des agents IA, c'est de faire un tri et de hiérarchiser l'ensemble des projets que vous pouvez avoir. L'IA, on peut le mettre partout, au niveau stratégie, marketing, vente, ressources humaines, finance. Et il y a des gens très bien qui vous aident à prioriser les use cases que vous pouvez avoir en fonction de la facilité de mise en œuvre et du ROI immédiat que ça puisse avoir. Donc, voilà, deux messages. Premier, acculturez-vous. Deuxièmement, travaillez en interne. Vous faites appel à un expert qui va vous aider à rédiger les spécifications des agents dont vous avez besoin. En troisième point, peut-être passer par du Zenbaya, mais vous pouvez aussi, il y a plein d'autres solutions sur le marché, hein, à vous de les tester. Mais en tout cas, testez-les, mettez-les en œuvre et surtout, regardez bien le retour sur investissement que vous en aurez. Chez nos clients actuellement, voilà, le minimum de ROI que l'on a, c'est 35%, voire même vous trouvez des vidéos sur notre site où Dalkia, qui a mis en œuvre. Pour info, la ROI, c'est le retour sur investissement. Pardon, oui, le retour sur investissement de 35% à minima, et Dalkia qui a mis en œuvre un agent d'analyse du marché avec une lettre de synthèse qui est envoyée à la direction générale tous les mois et aux 300 directions commerciales. Voilà, la personne témoigne qu'elle a gagné un peu plus de 75% de temps dans ses tâches de sourcing et de résumé et de synthèse du marché. Donc Impressionnant. testez-le et vous verrez que potentiellement vous aurez vraiment du retour sur investissement. Et moi, voilà, la dernière chose,
Je suis un convaincu, ça se voit, hein. Je suis passionné par ce que je fais. Je pourrais partir faire du kitesurf que j'adore à l'île Maurice, mais j'ai préféré continuer à travailler sur ces sujets parce que c'est vraiment passionnant. Je pense que ça révolutionne vraiment la façon dont on travaille aujourd'hui, demain aussi. Ça révolutionne la manière dont on construit des systèmes d'information. Et mon rêve, voilà, si j'en avais un, une vision, ce serait de devenir si vous connaissez un peu cette solution, le Zoho. Zoho, c'est une solution de CRM plutôt pour on va dire, les PME. Mon rêve, c'est de devenir le Zoho de l'IA européen. Voilà. C'est tout le bien que je souhaite. Merci beaucoup, surtout la dimension business qui est très absente des fois des entreprises et qui parfois s'interrogent pourquoi ils mettent la clé sur la porte. Parce que pour comprendre le marché, il faut avoir les bons outils. Et je te remercie beaucoup de ta générosité et toutes les bonnes idées. Je sais qu'on aurait pu faire un talk de 5 heures. On a plein de chances de voir un feedback de ta part. Tu as une expérience riche. En tout cas, je te remercie beaucoup, cher Hervé, d'être passé au talk. Je remercie celles et ceux qui ont eu, avec leur agenda, d'être présents pendant cet échange. Et je remercie, je félicite ceux qui vont voir notre échange en replay. N'hésitez surtout pas de l'ajouter sur LinkedIn. Il est accessible et vous pouvez toujours interagir avec lui. Et j'aime beaucoup ce site parce que je trouve qu'il est très argumenté. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que pas que des techniciens de l'IA qui parlent, c'est aussi des personnes et des professionnels qui l'ont mis en entreprise. Et c'est toujours très instructif. Sur ce, j'ai envie de souhaiter un agréable week-end, bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne journée à vous. À bientôt.